Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, nous sommes arrivés à une nouvelle mandature avec Andy Speak et en partenariat avec la radio Jido. Le confinement, il s'est un petit peu levé chez nous en Nouvelle-Calédonie. C'est une très bonne chose. Là, on va attaquer 2020 avec la première émission de Radio Jido. Voilà. Donc, nous recevons Monsieur Philippe Roux, membre du MCI. Et puis on lui posera des questions et puis il nous expliquera ce qui s'est passé en 2019, les projets pour 2020. Et puis nous allons recevoir aussi des membres de Handispic. Et puis Jean-Michel avec Alex. Ben voilà, là ils sont en train de rentrer dans le studio. Et puis donc on va poser des questions et puis voilà. Si vous aimez cette vidéo, likez-la et puis partagez et puis surtout mettez-moi des commentaires et puis surtout faites liker cette vidéo parce que c'est très important pour la faire reconnaître au niveau de la chaîne YouTube et puis surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Merci. 33 communes là, sur nos 8 terres coutumières, nos 3 provinces. Salutations à nos autorités coutumières, à nos autorités tout entières là, du pays. Et c'est avec une grande émotion là, que je vous salue humblement, respect, humilité, surtout pour moi qui démarre cette année dans ma première émission là, avec l'équipe. Je rejoins l'équipe là, donc je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager encore un nouveau moment, pour continuer à ce travail de terrain là que l'on fait avec l'équipe Handispic, c'est-à-dire continuer à découvrir le monde du handicap. Donc voilà, ce matin on va encore vous montrer encore une facette de ce monde-là où des gens œuvrent dans l'ombre, les travailleurs de l'ombre qui sont nombreux dans le monde du handicap. Et c'est une structure qui est déjà là depuis quelques années, depuis un certain temps déjà, et qui est représentée par Monsieur Philippe Roux. Bonjour Philippe. Bonjour, merci à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Hein. Merci aux garçons, Alex et Michel. Bonjour. Bonjour. Donc ce matin nous allons découvrir le MCI avec Philippe. Et donc avant de démarrer nos petites interviews, on voudrait encore vous saluer à toute la famille à travers ce moment historique que le pays a traversé à travers le confinement. Donc vous vous doutez bien qu'on était tous logés à la même enseigne et le monde du handicap aussi a été impacté. Donc à travers cette émission de ce matin, on va aussi évoquer comment ce moment de crise Covid-19 a été vécu aussi un peu par les personnes en situation de handicap. Donc avec Alex, Michel et Philippe, on va essayer de vous éclairer aussi sur ce côté-là. Juste pour vous dire aussi que on est sur la construction d'un pays, donc malgré les crises, il faut que l'on continue à avancer main dans la main, tous ensemble, à travers les tissus associatifs qui subit vraiment de lourds impacts à travers ce genre de crise. Et donc malgré ces crises, on réussit quand même à tenir le travail en étant devant le micro ce matin avec vous, partager encore un moment d'échange, de réflexion, de partage et d'information. Et donc si vous voulez réagir, le 25 35 15, donnez votre ressenti. Si vous voulez passer un message afin de vous adresser au monde du handicap, cette communauté-là, le handicap qui touche toutes les couches de la société, que tu sois gros, maigre, riche, pauvre, toute ethnie confondue. Il ne choisit pas, il est comme le Covid, le handicap. Il frappe tout le monde sans exception. Mais nous, on était là depuis plus longtemps que le Covid. Donc,
primauté à nous en ce moment-là. Donc on va démarrer notre petite émission, là, notre petit débat avec notre grand frère là, Philippe. Philippe, donc, tu représentes le MCI. Et donc, le MCI, qu'est-ce que c'est, comment ça a été créé, voilà, et déjà le sigle en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le MCI, c'est Mouvement pour une Calédonie inclusive. Ça a été créé en 2016. C'est vrai que c'est né d'une dissension. On était tous au collectif handicap avant. Et il y a certains éléments qui ont fait qu'on ne se reconnaissait plus dans ce regroupement. Et notamment, ce qui pour nous était primordial, les valeurs inclusives. D'ailleurs, ça fait partie du préambule de nos statuts. C'est-à-dire que toute association qui adhère au MCI ne se pose pas la question de est-ce qu'elle est pour ou contre l'inclusion sociale. On pourra discuter exactement de ce que c'est l'inclusion, parce que c'est des termes un peu techniques, mais qui ont une grande incidence sur l'impact de tous les jours, selon si on approche d'une manière inclusive la société ou d'une manière d'assistanat quelque part. Ou uniquement par la compensation. Donc c'est toute l'association qui adhère au MCI porte en elle ces valeurs inclusives, ce qui évitait le débat qui nous a peut-être un peu séparés au départ, de savoir si c'était bien ou pas bien d'être dans une perspective inclusive. Alors au départ, on n'était que quelques associations, mais quand même parmi les plus grosses. Oui, les principales du départ, hein, la CSMS, l'association donc de coopération sociale et médico-sociale du CHS, qui gère pas mal de structures médico-sociales. Il y avait comment on appelle ça, donc l'APUI bien sûr, avec l'IME, IMPRO, CAT. On a la Ligue Handisport qui est au départ nous a rejoint, même si on ne les voit plus trop en ce moment, ils sont membres. Voilà, oui. Et HandiJob, bien sûr, donc ça c'était les principaux fondateurs, je dirais les associations les plus importantes. Après, il y a des tas d'autres associations qui nous ont rejoints, et aujourd'hui, on a 23, alors pas associations, mais 23 associations et structures médico-sociales. Parce que c'est vrai que la CSMS à elle seule, elle compte déjà 4 structures, hein, puisqu'il gère la Céliane, la Clé des Champs, le Paradou, même plus que ces 4, SOS Écoute, la gestion des tutelles, et il y en a une autre qui n'avait pas de sigle, désolé pour la CSMS, mais c'est quand même pas mal de structures. La PUI, eux seuls, ils ont 3 structures, puisque il y a une pro, voilà. Après, maintenant, en HandiJob aussi, on a un établissement avec 2 services. Et les associations donc, qui sont regroupées au sein du MCI ont aussi un poids financier, puisqu'elles représentent plus de 2 milliards de gestion annuelle. Effectivement, vu toutes les grosses structures qu'elles gèrent. Ouais. Ah oui, il y a là-bas, bien sûr, excusez-moi, pour là-bas, l'association des auxiliaires de vie. Et puis on a les Robinson, Lisa, les Lucioles, l'Action Club Kiwanis, l'Autisme Espoir, pardon pour ceux que j'oublie, oui, c'est CCD aussi, l'association pour communication, culture, dynamisme, soutien des personnes sourdes. Ouais, ça fait quand même un gros régiment. Alors, ce qui s'est passé au départ, on a voulu mettre en place... Je voulais rebondir, tu parles du départ, mais... dans le MCI, le I là, c'est ce qui vous a fait faire la scission avec les collègues du collectif. Quand on sait qu'en ce moment ils reprennent ce mot. Oui, aujourd'hui plus personne ne se pose vraiment la question d'une société inclusive. Tout le monde a compris que c'est au niveau de l'ONU mondial, c'est une évolution des temps qui fait une conception, une approche différente, je dirais.
Et l'approche, si vous voulez, je dirais au siècle dernier, ce qui n'est pas si loin d'ailleurs, hein, il y a que seulement 20 ans, on était sur une conception, une approche très médicalisée, puisqu'à l'origine, de toute façon, ceux qui se sont occupés du secteur du handicap, c'était des médecins. C'est pour ça qu'il y a eu souvent une approche par l'aspect médical. Cette approche, on a du mal encore à s'en défaire, hein, parce que dans l'esprit des institutions et de beaucoup de personnes, une personne handicapée, c'est une personne malade. Alors qu'en fait, on parle de deux choses différentes. On peut être malade et handicapé, comme on peut être malade et pas handicapé. C'est deux choses différentes. Donc, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément que l'aspect médical. Je pense par exemple, un handicap moteur. Une personne qui est en situation de handicap moteur, mais qui est sur un fauteuil roulant et qui finalement on a fait en sorte qu'on a réduit sa situation de handicap puisqu'elle arrive à se déplacer. Bon, après, il y a des tas de choses à faire, les trottoirs et tout ça, donc c'est autre chose. Mais du coup, elle peut prendre sa place dans la société. Et elle n'est pas forcément malade, elle n'a pas besoin d'être traitée par un médecin. C'est juste l'environnement qu'il fallait adapter. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, il y a cette approche-là qui faisait qu'on se disait à l'époque, comme ça a été créé par des médecins, on faisait des centres. Et on disait, ben, la personne handicapée, on va faire un endroit où elle sera bien. On la met à part, on va répondre à ses besoins. On lui donne à manger, à boire, les besoins de base. Mais elle ne fait pas partie de la société, elle était à part. Et quelque part, c'est le choix pour les parents, il n'est pas évident. Parce que on sait que se confronter à la vie, c'est difficile. Je dis toujours, on ne peut pas apprendre à faire du vélo sans se casser la figure. Mais ça, c'est valable pour une personne handicapée comme c'est pas valable pour une personne ordinaire. Ouais. Et on a fait le choix, à un moment donné, de les mettre sous cloche, sous une bulle, en disant on les met dans un centre, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux, mais on les protège bien de la société qui est agressive. C'est une forme de confinement en fait. Un peu, oui. Je crois que le mot est trouvé. Hein. Et donc, nous, c'est vrai que c'est pas nous qui avons inventé ça. Hein. Nous, on a surfé, on a été le produit de cette évolution. Il y a des choses qui ont fait qu'on a commencé à mettre des personnes en situation de handicap dans les écoles et tout ça. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. La volonté a été que c'est qu'ils viennent, mais on les mettait à part. Par exemple, j'ai des témoignages, même ici. Même si ça a beaucoup évolué, même, on était certainement même en avance sur la métropole au niveau du fait de pouvoir inscrire des enfants à l'école primaire quand ils étaient en situation de handicap. Sauf qu'au début, dans certaines écoles, par exemple, on leur faisait faire la récréation à part parce qu'il ne fallait pas gêner les autres et puis surtout il ne fallait pas qu'il y ait des parents d'enfants ordinaires qui avaient peur qu'ils soient en contact des autres enfants handicapés. Bon, ça a évolué, hein. Je parle d'une période il y a longtemps. Hein. Je m'en souviens, voilà. J'ai subi aussi ce regard. Voilà, et quand je vois des témoignages de jeunes qui ont... puis même moi, je suis enseignant au départ du primaire, enseignant spécialisé, je me suis rendu compte dans ma pratique que parfois j'étais démuni par manque de connaissances. Et notamment, je me rappelle par rapport à la dyslexie. Que je ne connaissais pas du tout, et quand je me suis retrouvé avec un enfant qui était complètement vraiment dyslexique profond, j'ai fait ce que j'ai pu, mais avec du recul, je sais que c'était pas bien. C'était pas le mieux pour lui. Mais c'était le mieux que je pouvais faire à l'époque. Et on a eu toujours ce retard, donc on s'est dit il faut faire de la formation, il faut non plus essayer d'agir sur la personne handicapée pour la formater et qu'elle rentre dans le moule comme les autres, mais il faut agir sur l'environnement autour pour que l'environnement s'adapte et lui laisse sa place. C'est un peu la même démarche qu'il devrait y avoir pour tout le monde, sauf que là c'est accentué. Et c'est ça l'inclusion, la conception inclusive. C'est qu'on ne va pas refuser de se confronter à la difficulté, parce qu'on sait que ça va être difficile, mais c'est de la difficulté c'est la difficulté qui permet de progresser. Si on ne se trompe pas, on ne peut pas progresser, on ne peut pas apprendre. Forcément. Voilà. Donc, c'est difficile pour les parents, des fois, d'accepter que leur enfant, qu'ils considèrent comme très fragile, qui se disent, oui, il a déjà bien ramassé, il n'a pas demandé à être handicapé, il est déjà très malheureux, qu'en plus, on leur dise, ben oui, il est très malheureux, mais il va falloir le confronter à la dureté, à la méchanceté, des fois, des autres, au regard des autres, pour qu'il apprenne à se défendre et à vivre avec.
Mais il y a du handicap intellectuel léger où ça ne se voit pas. Et là, la prothèse, ben c'est le dispositif d'accompagnement. Donc des fois, on nous a fait le reproche, on nous a dit, oui, mais alors les personnes, puisque là, on est deux associations importantes, hein, la PEI et nous, Handijob, à travailler sur le handicap intellectuel. On nous a fait le reproche, oui, mais alors vous allez les accompagner toute leur vie, c'est bon, on leur donne une aide au départ, et puis après c'est terminé. J'ai dit, oui, mais c'est un peu comme si tu payes une prothèse à quelqu'un, et puis une fois qu'il a réussi à marcher, tu dis, bon, allez, maintenant c'est bon, t'enlèves, ça y est, tu te débrouilles. Dans le cadre du handicap intellectuel, on vise l'autonomie, on essaye d'accompagner, mais ce qui est certain, c'est que la capacité à s'adapter à des situations nouvelles, elle est très très limitée dans le cadre du handicap intellectuel. Et donc c'est là qu'ils ont besoin d'un soutien pour les aider à franchir les petits détails de la vie qu'on gère nous facilement, mais qui pour eux vont les bloquer. Voilà. On a une différence entre la vision francophone et anglophone des choses. On a l'impression que les anglophones, eux, quand ils construisent une cité, ils l'adaptent déjà au départ pour que tout soit accessible au handicap. Tandis que chez nous, les francophones, c'est... Alors, il n'y a pas que pour ça. Quand je vois les places de parking, quand je vois les rues, tout ça, ici, que si on a un terrain, on va calculer combien de logements, combien de petites parcelles on va pouvoir faire pour gagner le maximum d'argent. Et ça nécessite un plan d'urbanisme, alors que peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas les lois dans les pays anglophones, mais c'est certain que partout où on va, finalement, on voit qu'il y a d'abord des grandes rues, des grands trottoirs, des pistes cyclables, des infrastructures publiques, et qui sont pensées effectivement pour tout type de handicap. Et après, on organise autour. Mais il y a quand même d'abord des contraintes qui relèvent de la politique, de la volonté politique. Alors après, bon, ici c'est peut-être compliqué parce que les domaines de compétences sont tellement morcelés que... Mais en même temps, c'est pratique pour les politiques bon là, je suis une petite attaque, mais pour tout côté, hein. C'est pratique de dire, ah oui, c'est pas mon domaine de compétences. Parce que ça permet de rien faire aussi. Mais quand ils ont besoin de se retrouver, ils arrivent à le faire, hein, quand même. Donc s'il y avait vraiment une volonté politique de faire avancer complètement je ne dis pas qu'il n'y a aucune volonté, mais je pense que ça peut toujours être, et c'est ce qu'on vise les associations, ça peut toujours être mieux. Au début, on a essayé de survivre déjà, pour ne pas se faire écraser. C'est-à-dire que la démocratie c'est bien, mais des fois on est obligé de se battre pour avoir le droit d'exister, paradoxalement. Donc la question au départ, malgré le poids qu'on a aujourd'hui et qu'on a eu un peu dès le départ, tout s'est passé comme si on n'existait pas. Mais ceci dit, nous, on n'a pas voulu rentrer dans les dissensions et s'alimenter de ces dissensions. On s'est dit qu'on allait propager nos idées par les actions de terrain et la mise en œuvre de nos principes. Donc on s'est un peu focalisé là-dessus. Ceci dit, c'est pas toujours évident, hein, quand je vois que malgré ce qu'on représente cette année, par exemple, on a eu 0 francs de subvention de fonctionnement. Donc, évidemment, on ne peut pas employer quelqu'un, on est tous bénévoles, hein, donc s'il y a du travail à faire, ou de communication, ou d'information, on le prend sur notre temps et on n'a personne, ni local, puisque en fait on se réunit généralement au niveau de la PEI, puisqu'ils ont des grands locaux, donc ils nous prêtent les locaux. En fait, on fait un peu le système D, on s'est dit que c'était pour nous secondaire, que c'était des idées qui étaient prioritaires dans un premier temps. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir besoin aussi de moyens de fonctionner, puisque finalement, si on veut par exemple aller voir les collègues en province nord, nous en Handijob on intervient en province nord, mais il n'y a pas beaucoup d'associations qui interviennent là-bas. Si on voulait aller en province sud, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc ça commence un peu à nous gêner de ce côté-là. Se limiter, ça c'est une chose très importante, aux associations du monde du handicap. Parce qu'on se dit que si on fait un regroupement d'associations,
ça veut dire que quelque part, on s'exclue de la société. Voilà. On se met à part. Pas être sectaire. Voilà, donc nous, on a fait, on a ouvert le MCI à l'adhésion aux entreprises et aux particuliers. Aux entreprises. Voilà. Actuellement, on a 3 entreprises qui sont adhérentes, mais on n'a jamais forcé. C'était l'objectif de 2020, mais malheureusement, avec la crise, là, on a été un peu, on n'a pas fait, on a un petit peu été, on nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds, quoi. Mais notre objectif, c'était, maintenant qu'on a bien renforcé notre pôle de fonctionnement associatif, c'était de développer, conformément à nos statuts, le pôle entreprise. Parce que si on veut parler de l'insertion professionnelle, notamment, plutôt que d'être face à des employeurs, il vaut mieux qu'on soit avec eux, qu'on parle ensemble, quels sont les problèmes. Parce que nous, on n'a pas constaté de mauvaise volonté de la part des employeurs. Pour toutes les situations de stage, voilà, les problèmes, c'est qu'il y a des difficultés auxquelles on ne répond pas forcément. C'est pour ça que cette année, un de nos objectifs, c'était de faire les états généraux de l'emploi des travailleurs handicapés. Bon, le projet va être reporté, normalement ça devait être fin mai, hein, début juin. Mais évidemment, on devait faire venir un expert de métropole, Charles Gardou, qui a quand même participé, a été dans l'organisation au niveau de l'ONU pour la déclaration des droits universels des personnes en situation de handicap, qui a été aussi dans le comité de pilotage pour la mise en place de la loi de pays, de la loi de métropole. Donc c'est quelqu'un d'éminent, une sommité là-dedans. Et le but, c'était pas de le faire venir pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire ici. De toute façon, c'est pas sa façon de fonctionner non plus. Mais c'était de donner la parole aux acteurs de terrain, de se dire, voilà, on sait que du côté des entreprises, nous, on a constaté, en tout cas les associations qui travaillent sur l'insertion professionnelle, comme la PUI et nous, ou la CMS ou d'autres qui travaillent dessus, on n'a pas constaté de mauvaise volonté, au contraire. C'est-à-dire que souvent, on a plus de facilité, je dirais, par rapport à Tahiti, puisqu'on nous, on est associé aussi à une association de Tahiti, un regroupement sur Tahiti. Les lois du travail nous sont plutôt en notre faveur. C'est-à-dire que les entreprises ici, elles ne vont pas forcément demander quel diplôme tu as, elles vont avoir une approche un peu anglo-saxonne, c'est qu'est-ce que tu sais faire qui peut nous intéresser. Et ça, c'est un atout pour nous. Parce que du coup, ça nous permet d'arriver avec une personne en situation de handicap, et au lieu de dire, de faire la liste, comme au départ on nous le demandait, la liste de tout ce qu'elle ne sait pas faire, et si on fait la liste de chacun d'entre nous de ce qu'on ne sait pas faire, on risque d'avoir une grande liste. Et bien au lieu de faire cette liste-là, on dit voilà, qu'est-ce que tu sais faire, de quoi a besoin l'entreprise, et comment on peut mettre les deux en relation. En place. Voilà. Si c'est pas possible, ça veut dire que cette entreprise, ce travail-là, ça va pas marcher pour toi, ça sera pas intéressant ni pour toi ni pour l'entreprise. Et si, mais bon, généralement, quand on cible une entreprise, ça veut dire qu'on a déjà une idée de ce que la personne sait faire et qu'elle pourrait apporter. Et sinon, on va voir l'entreprise, à ce moment-là, on essaye de dire, voilà, cette personne peut vous apporter ça. Dans les cas de stage, par exemple, donc du coup, ça offre une ouverture plus facile, parce que il n'y a pas cette barrière de dire, ah, t'as pas le diplôme, tu peux pas faire. Tu vois, c'est bon. Après, à un moment donné, c'est pour pas être contre le diplôme non plus. Bien sûr, si on arrive à valoriser par un diplôme, et c'est tout notre objectif, c'était des états généraux de l'emploi, c'était d'arriver à mettre en place, par exemple, mais on ne perd pas ça de vue, on le fera. Hein, il faut le faire. D'arriver à mettre en place un système de certification, puisque le pays a la compétence pour le faire dans le monde professionnel. Où, par exemple, une personne en situation de handicap, en stage, puisse valider un certain nombre de compétences avec l'employeur, et que ces compétences qui ont été validées par l'employeur puissent être donc reconnues officiellement par le gouvernement. Ce qui permettrait à la personne, ensuite, si elle va dans un autre lieu de stage ou une autre entreprise, dire voilà, j'ai déjà ça validé, ça je sais le faire, je peux vous aider là-dessus. Donc il y a toute une approche qui nous permettait d'aller vers l'emploi. Bon, le projet n'est pas annulé, hein, il est juste reporté pour l'instant. Mais c'est voilà, notre objectif, c'est bien de travailler dans ce sens. Et là, je dois vous dire un petit mot par rapport à l'utilisation du fonds d'insertion professionnelle.
Le fonds d'insertion Est-ce qu'il est bien professionnelle, utilisé? il est alimenté par les entreprises soumises à obligation d'emploi. Oui. Ces entreprises, c'est seulement 20% des entreprises du territoire, puisqu'il y a 80% qui ne sont pas soumises à obligation d'emploi, puisqu'elles ont moins de 20 employés. Ah oui. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'entreprises de moins de 20 employés qui sont des très bons milieux d'accueil. Donc il ne faut pas les négliger dans les mesures d'aide qu'on pourrait envisager. Il faut surtout prendre en compte ces entreprises-là qui ne sont pas soumises à obligation d'emploi. Ceci dit, le fonds d'insertion professionnelle donc, est alimenté par ça. Parce que les entreprises soumises à obligation d'emploi, elles ont 4 façons de pouvoir répondre à leurs obligations. Et les 2 principales, c'est employer une personne ou payer une contribution qui va alimenter le fonds d'insertion professionnelle. Alors, la contribution, malgré le fait qu'elle soit vraiment minime, parce que vraiment, alors je veux dire, c'est facile, l'obligation d'emploi, la loi de pays prévoit qu'elle peut aller jusqu'à 6%. C'est une délibération du Congrès qui fixe le taux. Et le taux, actuellement, il est au minimum de ce que prévoit la loi, c'est-à-dire à 2,5%. Il suffirait juste d'une délibération du Congrès pour passer à 3 ou 4. Bon, c'est sûr que là, actuellement, c'est pas le sujet. Mais d'autant qu'en fait, nous, on ne se bat pas forcément pour augmenter le taux. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap et l'aide apportée aux entreprises. Et là, le fonds d'insertion professionnelle, il pourrait vraiment pleinement jouer son rôle. Puisque là, en gros, je dirais à la louche, on a à peu près, je dirais 2 milliards 400 ou 2 milliards 500 millions à peu près depuis 2009 qui sont passés par le fonds d'insertion professionnelle. Et sur cette somme-là, on a 2 milliards 257 millions qui ont été prises pour combler le régime de prestations sociales. Donc ça veut dire qu'on est à moins de 10% de l'argent du fonds d'insertion professionnelle qui, depuis son origine, depuis sa création, a été utilisé pour l'insertion professionnelle. Et là, évidemment, bon, c'est des conjonctures qui ont fait ça. Je jette la pierre à personne. Mais l'essentiel, ça serait de faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce qu'on a de l'argent. Quand on fait quelque chose, généralement, on nous dit on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent. Là, on avait un fonds avec beaucoup d'argent, mais on n'a pas pu vraiment travailler pour l'insertion professionnelle. Pourquoi ? Je pose la question, j'aimerais bien qu'on me donne la réponse, et j'aimerais bien que tout le monde étant de bonne volonté, c'était l'objectif de ces états généraux, puisque le gouvernement était d'accord pour, avec nous, travailler, qu'on le fasse en partenariat, ces états généraux, en vue d'amender, modifier, peut-être même aller vers une autre loi. Ça, c'était notre espoir. C'est parce que le gouvernement ne s'est pas engagé là-dessus. Hein. Mais en tout cas, d'amender la loi, oui. Parce que 2009-2020, ça fait 11 ans. La loi, il est temps de... Je pense qu'il y a des nouveaux éléments à prendre en compte. Il faut la révoquer, je pense. Voilà. Et c'était l'objectif de ces états généraux, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas annulés, ils sont reportés à une date ultérieure. Ça dépend un peu de la crise, on ne sait pas trop. Hein. Par rapport au schéma directeur du handicap, le UMCI, il était aussi inclus dans les Oui, discussions. oui, on a travaillé. Alors, au départ, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est que chaque association du MCI, quand elle travaille dans un groupe de travail, où qu'elle aille, elle parle au nom de son association et du MCI. C'est pour ça qu'on n'a pas... c'est dans notre mode de gouvernance qui est différent. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on n'est que 3 personnes au bureau, et ces 3 personnes-là, elles n'ont pas de pouvoir de décision au nom des autres. On se réunit régulièrement, autant de fois qu'il faut. Chaque fois qu'il y a... Bon, on a une réunion par mois, mais s'il y a besoin, s'il y a un sujet important, j'envoie un mail, puisque je suis secrétaire du MCI, et on se réunit dans les 3-4 jours suivants. Et le bureau exécutif, ces 3 personnes, sont juste chargées de mettre en application les décisions des associations. Voilà comment on fonctionne. Mais pour quelle raison que vous, le MCI, malgré que vous êtes 3 personnes, pourquoi que vous n'avez aucun pouvoir de décision? Qui c'est qui a instauré ça? C'est nous tous au départ dans nos statuts, ouais. Parce qu'on a été peut-être un peu échaudés
de ce qui Pour s'était éviter passé une forme de du dictature. groupe qu'on a quitté. Ouais. On ne voulait pas que quelques personnes puissent parler au nom de toutes les autres sans que les autres soient au courant de la moindre chose de ce qui se passe. D'accord. Voilà. C'est démocratique. C'est loyal. Oui, oui, oui. Mais oui. bon, après, ça présente des inconvénients, c'est que des fois, on est obligé, par exemple, des fois, il faut prendre une décision urgente, mais on a prévu ce cas-là, et là, à ce moment-là, on l'assume. 49.3. On assume si par exemple il y a déjà de toute façon une décision urgente, c'est jamais non plus à la minute, ça peut être sur 2 jours. À ce moment-là, on a tout de suite un échange de mails. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On fait un petit sondage par mail. Comment on se positionne? Et si vraiment il y a quelque chose de hyper urgent, de décision, c'est-à-dire des fois il faut assumer parce qu'on est en réunion, on négocie et on dit on fait ça ou on fait ça. Et là, on ne peut pas réunir tout le conseil d'administration pour pour demander ce qu'il en pense. Donc, on assume la décision, mais par contre, après, on en répond en rendant compte. Forcément. D'accord. Quel retour tu peux nous faire sur comment ont vécu les gens, chacun chez soi vous avez fait une réunion de reprise depuis, quels sont tes retours sur le terrain? Comment tout le monde a vécu ça? En fait, on a été invité évidemment par le gouvernement juste avant la fin du confinement pour préparer le déconfinement justement et la reprise d'activité des structures, notamment d'accueil de jour. Ceci dit, vous savez que pendant le confinement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont continué à travailler. Je sais que les retours qu'on a, on ne peut pas, aujourd'hui c'est trop tôt pour pouvoir évaluer précisément les impacts. Il y a plusieurs domaines, ça a été impacté différemment. Les CESAD, je dirais, c'est-à-dire les structures d'accompagnement des personnes, qui ont au départ dans leur projet d'établissement et donc dans leur validation, leur autorisation du gouvernement à exercer, la possibilité de faire des visites à domicile, de suivi individuel. Ces structures ont été moins impactées puisque, c'est le cas notamment de HandiJob, on a arrêté tous les regroupements collectifs évidemment, tous les ateliers collectifs, mais par contre tous les suivis individuels ont continué. Et dans un premier temps, s'il y a eu un confinement, une première semaine, je dirais, de confinement plus strict, c'était uniquement du télétravail ou contacter les personnes par téléphone. Ensuite, assez rapidement, on a été obligé de mettre en place un système, alors toujours avec les mesures barrières, désinfecter les véhicules, faire en sorte que les employés ne se croisent pas au bureau, tout ce genre de choses, de manière à pouvoir rendre visite aux jeunes qu'on suit, aux moins jeunes d'ailleurs maintenant, et qui pourraient être dans des situations sociales très difficiles. Parce qu'au bout d'une semaine ou 15 jours de confinement, pour des personnes qui sont dans des squats par exemple, est-ce qu'elles ont à manger? Est-ce qu'il n'y a pas des violences qu'il peut y avoir des fois, comme tout le monde, comme partout. Donc nous, savoir s'ils n'étaient pas en danger. Et on n'est pas les seuls à avoir joué ce rôle-là. Je sais que la CSMS nous disait que, par exemple, à l'hôpital, au CHS, ils ont la partie hospitalière a continué à travailler, mais je sais qu'il y a des associations aussi qui ont pu continuer à faire du suivi. Après, tout ce qui a été les plus durement impacté, ça a été toutes les structures d'accueil de jour, puisque là, évidemment, ça a dû fermer. Notamment aussi, je sais, là-bas, puisque là-bas, c'est les auxiliaires de vie scolaire. Donc, du jour au lendemain, plus de travail. Plus de travail, ça veut dire plus de financement. Droit au chômage partiel ou pas évident. Donc, évidemment, grosse difficulté financière, et pour les personnes, surtout pour les personnes. Est-ce qu'on va pouvoir les payer? Voilà. C'est sûr qu'il y a des impacts. Que dire d'autre? Les collègues de la PEI avec leur structure, ils ont dû fermer. Et là, c'est compliqué parce que pour la réouverture, c'était assez compliqué aussi, puisqu'il y a une partie l'IME, ils sont considérés comme des scolaires.
Donc, à quelle réglementation ils vont vraiment suivre? Est-ce qu'ils doivent réouvrir comme des scolaires? On parle de mi-groupe, mais c'était un peu un casse-tête, je pense, hein, qu'ils ont bien géré, mais voilà, c'est fait partie des structures qui ont eu des difficultés, disons, qui ont bien géré, mais qui ont eu des difficultés. Ça a été plus difficile pour eux que sur les structures d'accompagnement individuel. Et comment est-ce que tu penses que le monde du handicap pourrait rebondir? Parce qu'on vit cette crise sanitaire, mais il faut aussi rebondir sur cela, quoi. Qu'est-ce qu'on va, vers quoi on va tendre pour que la cause du handicap puisse s'en servir de ce moment-là? Ouais. Pour, alors après, c'est un peu comme tout le monde. Il y a deux tendances apparemment dans le monde. On se dit oui, on va en profiter. Il y aura un avant, un après. On va en profiter pour repartir sur une société nouvelle. C'est bien, ça serait super. Ça nous arrange. Voilà, ça serait super. Sauf que évidemment, là aujourd'hui, la première réaction, c'est de se dire, le handicap, ça va passer en dernier parce que c'est notre priorité. Comme toujours. Donc, nous, on est d'accord pour dire qu'on repart sur le contraire. Hein. Je dirais que tout à l'heure, je t'entendais dire le handicap touche tout le monde. Moi, je dis que en fait, quelque part, c'est l'élément du destin commun. Parce que effectivement, parmi nos bénéficiaires, il n'y a aucune barrière ni sociale ni ethnique. Il y a tout le monde. Et quand on se retrouve, par exemple, avec les parents ou les jeunes entre eux, ils vont pas demander s'ils sont kanak ou wallis ou d'où ils sont. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous. C'est la pierre du destin commun quelque part. Ce mélange dont vous parliez, est-ce que c'est pas justement l'avenir de l'inclusion et du handicap? Est-ce que c'est pas l'avenir justement de tout ça? Oui, pour moi, oui, j'en suis convaincu. La difficulté, c'est d'arriver à convaincre. Par exemple, quand je vous donne une petite anecdote. Au début, nous, parce que je suis aussi président de l'association HandiJob, on travaillait sur l'insertion professionnelle. Pendant au moins 4 ans, quand j'allais voir la province, et je disais, je veux travailler sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On me disait, le handicap, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Ah. Quand j'allais voir le gouvernement, je disais, je veux travailler sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'insertion, c'est pas nous, c'est la province. En fait, on revient toujours à une feuille de Donc, oui, ça serait bien de pouvoir justement tous travailler ensemble. Il faut en avoir la volonté et le rôle des associations. Quelque part, les associations se créent quand il y a un manque au niveau du service public. Donc on crée une nouvelle proposition jusqu'à ce que des structures deviennent tellement grosses qu'elles sont quasiment des services publics. Et en tout cas, elles sont incontournables et indispensables. Notre objectif pour une société inclusive, on se dit, oui, si on repart en essayant de changer certaines choses, évidemment que nous, on va mettre en avant le fait que c'est le fameux réflexe handicap. Quelle que soit la loi, quelle que soit la décision qu'on prenne au niveau politique, on se dise, et pour la personne en situation de handicap, quelles sont les conséquences? En métropole, c'est obligatoire, ce réflexe handicap. Ouais. Ici, on a demandé, on aimerait bien que ça soit introduit. C'est pas compliqué de l'introduire, mais ils ne veulent pas l'introduire. Aux personnes veulent vraiment le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des conséquences financières. Parce que quand on dit, par exemple, ok, construction de nouveaux logements, et la loi... Il faut tant de millions pour ça. Voilà. On va nous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on va nous dire, ça coûte trop cher. Ok, ça coûte trop cher, mais il faut savoir que sur 7 milliards d'individus sur la planète, il y en a presque 1 milliard qui sont en situation de handicap. Ça veut dire qu'on doit en éliminer 1 milliard si on ne les prend pas en compte. Donc, il faut, quelque part, la société, c'est un ensemble. Et j'entendais sur les débats, il y a plein de débats sur la télé en ce moment, surtout dans la période de confinement, on a le temps de regarder. Et il y avait un sociologue qui parlait de ces approches différentes, qui disait que dans l'histoire de l'humanité, en fait, l'être humain, il ne peut pas vivre seul de tout temps. Il s'est regroupé en groupe humain, en clan, en village, parce que la force de la solidarité faisait qu'on pouvait survivre.
Et puis depuis un siècle, à peu près, on a tellement développé les progrès techniques et il n'y a pas eu de grosses maladies depuis la dernière guerre mondiale, tout ça, depuis les dernières épidémies de grippe en 1900, je crois que je sais plus, c'est les années 1920, la grippe espagnole. Hein. Et on a perdu cette réalité et on a pensé qu'on était tout puissant, que de toute façon, que maintenant l'homme pouvait se débrouiller tout seul et chacun pour soi. Et là, d'un seul coup, ça nous revient dessus. Que effectivement, si on n'a pas une réponse commune au niveau mondial, eh bien, ça va poser problème pour la survie du reste, de l'ensemble du groupe. Je rebondis dessus. Tout à l'heure, vous parliez des personnes handicapées en milieu scolaire. J'ai fait partie de ces personnes-là. Ayant le bac, j'ai un bac pro commerce. Et j'ai vu la différence entre étant en scolarité il y a quelques années, c'est-à-dire 10 ans ou plus, et étant en scolarité maintenant, il y a pas mal de choses qui ont changé. Clairement, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Après, ça tend à évoluer plus, forcément. On en attend toujours plus, mais moi, pour vous raconter un tout petit peu mon histoire, j'ai vécu 4 ans en Australie dû à ma situation de handicap. Donc, je suis venu en Calédonie, je suis né en Calédonie. Donc voilà, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça, montrer un petit peu l'évolution qu'il pouvait y avoir. J'ai fait partie des personnes qui étaient dans les premiers en classe spécialisée. Donc je vois la différence maintenant. Comparé à tout ce qui se montait avant et maintenant, c'est quand même bien différent. Je tenais juste à préciser ça. C'est sûr, ça a beaucoup progressé, mais et ça, c'est vrai qu'on le doit, je pense qu'à l'époque, l'ASEAD a beaucoup travaillé là-dessus. Hein, voilà, au fur et à mesure, c'est les associations qui quelque part, ont poussé pour l'amélioration des choses. Alors, après, on dit, les associations, c'est un peu comme les syndicats, ils passent pour les râleurs perpétuels. On dit, vous n'êtes jamais content. Mais oui, c'est vrai qu'on n'est jamais content parce que une fois on m'avait dit ça d'ailleurs. On m'avait dit oui, tu obtiens pas mal de choses et puis tu râles encore. Je dis ben oui, parce que il y a 30 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année et on me donne les moyens d'en financer que 15 d'accompagnement. Je fais comment? Je tire au sort enfin, ça c'était il y a quelques années. Donc oui, je continue à râler. De toute façon, si on ne râle pas, on ne fait rien. C'est clair. On fait partie des groupes de travail, notamment là, sur la refonte des textes ASH, qui est en ce moment, là, qui est le travail qui a lieu. Mais ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que, disons que nos représentants, les personnes qu'on envoie pour nous représenter le MCI, c'est les associations concernées directement par ce travail-là et qui sont en lien avec le vice-rectorat. C'est vrai que nous, Handijob ou d'autres associations, on est peut-être moins en lien direct puisqu'on intervient après la scolarisation. Mais ceci dit, on est en lien quand même puisqu'on récupère les jeunes qui sortent du système éducatif. Donc tout l'enjeu, c'est de préparer cette transition et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'accompagnement. Tu avais présenté tout à l'heure le projet avec M. Charles Gardou, mais est-ce que le MCI, sur ces projets, ils avaient d'autres trucs à proposer aussi sur 2020 et les années à venir, vos perspectives? Alors, pour nous, vraiment, l'insertion professionnelle, c'était le gros axe, c'était quelque part un peu l'essentiel, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail qui est, comme on l'a dit, là, qui a été fait au niveau de l'inclusion, même s'il reste à améliorer, c'est vrai, c'est pas toujours parfait, entre la théorie de ce qu'on veut faire et puis la réalisation sur le terrain, ça dépend beaucoup des personnes, parce qu'il y a des personnes, soit parce qu'elles ont peur, des enseignants ou des parents, qui vont refuser que leur enfant soit en contact avec un enfant en situation de handicap. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour faire évoluer les mentalités. Rien n'est parfait, mais comme il a fait remarquer, ça évolue, ça progresse. Le gros travail, le gros problème, c'était l'emploi, parce que dans la loi de pays de 2009, l'emploi, il tient qu'en quelques lignes.
notamment sur les entreprises adaptées. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait 2 ans, il y a eu un appel à projet. La CSMS a été la seule structure à répondre à l'appel à projet du gouvernement pour créer une entreprise adaptée. Et au bout de 2 ans, on a toujours du mal à pouvoir démarrer. Et ça pinaille toujours pour pouvoir... C'est quoi les difficultés Alors, les difficultés, c'est que, par exemple, par rapport à ce qui est, je dirais, on exige beaucoup plus de contraintes pour la création d'une entreprise adaptée que ce qu'on en exige des employeurs ordinaires qui embaucheraient une personne en situation de handicap. Donc du coup, ça met un frein à la viabilité simplement économique. Parce que quand on part du principe que l'entreprise adaptée, c'est une entreprise, donc elle ne doit pas avoir d'aide, qu'elle doit embaucher 80% de personnes en situation de handicap en CDI, ce qui n'est pas forcément compatible avec la réalité des besoins des personnes en situation de handicap, puisqu'elles peuvent avoir besoin de travailler en fonction de ce qu'elles peuvent travailler. Oui. Donc ça serait déjà mieux de pouvoir faire cette approche-là. Mais la loi prévoit ça. Enfin, c'est pas la loi, c'est l'interprétation au niveau de la direction du travail. Puisque la loi, elle ne prévoit pas grand-chose pour l'instant. Et donc, le gros travail, un des objectifs des États généraux de l'emploi, c'était justement de pouvoir donner des éléments qui permettent au gouvernement de légiférer mieux et de pouvoir qu'on puisse faciliter la création d'entreprises adaptées. On pourrait élargir le fait d'appeler une entreprise adaptée la création d'une entreprise qui a pour objectif d'embaucher principalement des travailleurs en situation de handicap et non pas d'exiger 80% de personnes en situation de handicap en CDI. Parce que ça a un coût. Ouais. Et ces personnes, si elles sont en situation de handicap, si on prend la loi de pays, théoriquement, c'est pas forcément appliqué comme ça. Hein, dans les faits, il y a aussi quelque chose qui est paradoxal entre la définition et l'application. Voilà, l'application, c'est-à-dire la manière d'attribuer le taux de handicap. Parce que théoriquement, dans la loi, le taux de handicap d'un travailleur handicapé, il s'évalue par rapport à la gêne occasionnée pour accéder à un emploi, ça c'est le terme de la loi, ou pour conserver son emploi. Donc ça veut dire que si on pousse le raisonnement à l'extrême, une personne en fauteuil roulant qui est un informaticien, théoriquement, il devrait se retrouver avec un taux de handicap extrêmement réduit puisqu'il n'est pas gêné pour l'exercice de son travail. Oui. Et évidemment, ce n'est pas appliqué de cette manière-là. Ça, c'est dans cet extrême-là. Mais il y a aussi l'extrême inverse. C'est-à-dire que pour évaluer un taux de handicap entre 50 et 70%, si tu as 68% par exemple, tu n'as aucun droit, aucune allocation minorée. Si tu as 70%, enfin 69,9%, tu as droit à l'allocation minorée. Sauf que après, quand tu travailles avec l'allocation minorée, en fait, surtout dans le cadre de beaucoup d'emplois, même s'ils sont en CDI, en réalité, tu travailles pour pas grand-chose. C'est-à-dire que si tu as les parents qui sont derrière pour assurer financièrement, tu t'en sors. Mais si tu dois payer ton transport, ton logement et tout ça, tu gagnes plus d'argent en gros à rester à la maison. D'ailleurs, il y a des familles qui nous disent ça. Elles me disent, mais je ne comprends pas pourquoi il veut travailler puisqu'il a l'allocation. Ben, il veut travailler tout simplement parce qu'il veut vivre sa vie de citoyen. Il ne veut pas être à la charge des autres. Il veut faire comme les autres, participer à la vie active. Et ça, c'est des éléments fondamentaux qui sont peut-être à changer, à travailler dans la loi. C'était l'objectif des États généraux, ça reste notre objectif. C'est un grand travail. C'est un travail qui se fera en partenariat avec le gouvernement. Et ça, on est très heureux que le gouvernement soit volontaire pour faire ce travail en partenariat. Maintenant, il ne faudrait pas que la crise actuelle soit le prétexte à dire oh, bon, ben ça, on verra dans 10 ans. Au contraire, reconstruisons dès aujourd'hui, parce que si on regarde, une fois j'avais fait ce calcul-là, le nombre de personnes qui touchent l'allocation minorée. Si au lieu de leur donner cette allocation minorée, on leur permettait d'aller travailler et que cette allocation soit... Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes caisses, hein, là, il faudrait changer la loi. Hein, mais sur le principe, cette allocation permette à l'employeur d'aider à payer le salaire. Et ça serait plus intéressant pour la personne en situation de handicap. Elle aurait un travail, elle paierait des cotisations à la CAFA, tout ça, et on dépenserait la même somme, mais ça lui permettrait d'avoir un travail à la personne. Donc, c'est des pistes, c'est pas applicable à tout le monde, hein, évidemment, mais c'est des pistes qui sont peut-être à creuser. Je suis tant bien que tu aies pu nous les présenter là à l'antenne. C'est sûr que ça serait plus avantageux. Voilà.
Eh bien, malheureusement, le temps il passe tellement vite, hein, Philippe. Donc, on va se diriger vers la conclusion de l'émission. On n'a pas encore tout dit, mais ça nous donne encore l'occasion de dire que le MCI, on compte sur vous. On risque de vous reconvoquer pour venir partager sur les ondes auprès de nos familles à l'écoute. Et donc, ben voilà, on va conclure cette émission. Juste un dernier petit mot de conclusion, Philippe, pour nos auditeurs et auditrices à l'écoute. Un petit mot de conclusion, c'est que, comme je dis, portez-vous bien. On espère que le territoire restera, en tout cas, restera protégé assez suffisamment longtemps. Et simplement peut-être de penser que les personnes en situation de handicap, c'est pas une humanité à part, c'est bien d'abord des citoyens. Et ce dont ils ont besoin, s'ils sont aussi volontaires pour travailler, pour aider, c'est tout simplement parce que comme tout être humain, le souci qu'on a premier, c'est d'être utile et d'être reconnu par le groupe. La dignité. La dignité. Et si on est mis juste dans un coin, qu'on nous donne juste à manger, qu'on nous dit allez, tu vas faire une sortie, c'est pas de la dignité, c'est pas de la vie ça. Ça c'est du confinement à vie. Ah, merci. Bien. Voilà qui va conclure cette émission Dispic. Encore un grand merci à vous, toute la famille qui avait été avec nous ce matin. Encore un grand merci à la radio Jido. Oui, grand merci, oui. Rendez-vous le premier samedi du mois prochain et prenez soin de vous. Hein. Merci. Merci.